Bonjour à tous, ravi de retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par une détente de la volatilité sur l'ensemble des marchés mondiaux. Si on prend le cas des marchés américains et de l'indicateur VIX qui mesure la volatilité du SP500, il avait terminé la semaine dernière aux alentours de 22-23 et on le retrouve aujourd'hui dans une zone plutôt à 16-17, donc une détente assez marquée de la volatilité, sans pour autant qu'il y ait eu de vrais gros catalyseurs macro, on va dire, notamment aux États-Unis ou en Europe. Il n'y a pas eu de nouvelles spécifiques qui aient pu justifier un tel rebond. Donc la question qu'on peut se poser, on va quand même décrypter la semaine qui vient de s'écouler de manière assez synthétique, mais est-ce qu'on peut légitimement s'interroger sur la nature du rebond qui s'est opéré cette semaine sur les marchés, notamment les marchés américains, avec des rebonds forts sur la tech américaine, sur tous les gros indices, le Dow Jones, le S&P notamment. Est-ce que c'est du ressort d'une forme d'adhésion, de conviction de la part des acteurs de marché que l'économie américaine va continuer à performer fortement dans les mois qui viennent avec des résultats d'entreprise qui vont suivre, ou est-ce qu'on est plutôt sur un rebond d'ordre plutôt technique, dirons-nous, après un épisode de volatilité assez marqué fin août, début septembre, et est-ce que donc on est dans une forme de rebond un peu technique plutôt qu'un réel nouveau mouvement d'accélération haussière durable. Moi je plaide plutôt pour je pense qu'on est plutôt sur la deuxième hypothèse d'un rebond un petit peu technique. Alors on va rapidement revenir sur la semaine qui vient de s'écouler. D'abord des éléments à placer du côté positif du côté de la Chine, à savoir des éléments qui concernent les prêts immobiliers en Chine. Vous savez que depuis maintenant 2 semaines, les sources bruissent de rumeurs selon lesquelles, et des rumeurs qui s'intensifient, donc selon lesquelles les autorités chinoises sont en train de préparer un plan en coordination avec les banques du pays notamment, un plan visant à abaisser, en gros pour tout le monde, pour tous ceux qui détiennent un prêt immobilier en Chine, pour la résidence principale et même sur une résidence secondaire, eh bien s'apprête à abaisser pour tout le monde le niveau des prêts immobiliers, le taux des prêts immobiliers, et pas seulement pour les nouveaux emprunteurs, pour ceux qui détiennent déjà des prêts. C'est-à-dire que ces baisses de taux s'appliqueraient sur les prêts existants, et donc avec aussi la possibilité pour les Chinois de renégocier donc plus facilement leurs prêts avec leur banque avant la période annuelle qui est habituellement en janvier. Donc là, on pourra avoir des renégociations qui s'opèrent assez rapidement d'ici la fin de l'année pour ceux qui le souhaiteraient dans leur banque, mais aussi, et c'est une nouveauté qui serait proposée par les autorités, la possibilité de renégocier ce prêt bancaire, ces prêts immobiliers bancaires, avec notre banque, ce qui ferait donc jouer la concurrence et qui serait donc en faveur évidemment des consommateurs chinois. Donc pourquoi ces nouvelles sont importantes? Parce que déjà la taille du marché, le segment qui est refinançable en termes de prêts immobiliers en Chine, c'est de l'ordre de un peu plus de 5 000 milliards de dollars. Et donc ça représente à peu près aux alentours de 30% du PIB chinois. Donc c'est quand même relativement important. Si vous enlevez plusieurs dizaines de points de base de coûts pour les emprunteurs chinois sur ces plus de 5 000 milliards de crédits immobiliers, ça fait des dizaines de milliards de dollars qui sont réexploitables par le consommateur chinois, réemployables notamment pour de la consommation et donc de la stimulation de la demande intérieure. Et on sait bien qu'en Chine, c'est ce qui fait pas mal défaut depuis le début de la crise immobilière qui traverse la Chine depuis 3 ans maintenant. Forcément, comme dans n'importe quel pays, quand il y a une crise immobilière, eh bien, ça se fait de pair avec une crise de confiance de la part des consommateurs qui sont inquiets pour l'immobilier et donc qui consomment moins, que ce soit les classes moyennes, même les classes plus aisées, et c'est aussi ce qui pèse, on le voit bien en Europe, sur certaines valeurs très exposées à la Chine, les valeurs du luxe ou ce genre de valeurs, qui ont beaucoup souffert ces derniers temps. Donc ces informations qui nous parviennent de Chine sont plutôt, je dirais, à mettre du côté des bonnes nouvelles. Après, la question, c'est combien de temps faudra-t-il pour qu'elles se mettent en place? Là, les sources indiquent que les premières baisses de taux pourraient intervenir dès le mois de septembre, donc c'est quelque chose qui est censé arriver plutôt rapidement. Après, c'est à quelle vitesse le consommateur chinois va retrouver un peu d'allant et aura envie d'accélérer sa consommation. Et là, ça va prendre en revanche plusieurs mois pour que ça se précise, mais en tout cas, ça c'est à mettre du côté des bonnes nouvelles. Même si ça acte quand même évidemment d'une reconnaissance supplémentaire de la part des autorités qu'il y a bien un problème sur l'immobilier et qu'il faut faire quelque chose pour le consommateur parce que probablement les autorités chinoises se rendent compte qu'elles ont du mal à atteindre l'objectif de croissance qu'elles se sont fixées et donc on voit que à la fin de l'année, eh bien, ces mesures et la volonté de prendre des mesures s'accroît et donc c'est plutôt à mettre du côté des bonnes nouvelles si des mesures de soutien sont mises en place. Du côté des chiffres chinois, on a eu cette semaine des chiffres sur la balance commerciale notamment, où là, effectivement, on voit des choses
assez classique, j'ai envie de dire, comme ces derniers mois. C'est-à-dire que autant du côté des exportations, les choses vont plutôt bien pour la Chine. Là, il y a eu un rebond assez marqué des exportations au mois d'août. En revanche, on voit que pour les importations, le chiffre qui était publié était plus faible que ce qui était attendu. Et donc, c'est toujours la même image qu'on a de la Chine, c'est-à-dire une Chine qui parvient quand même à exporter, notamment ceux qui posent problème aux États-Unis et en Europe, une partie de ses produits, véhicules, voitures électriques, panneaux solaires, etc. De l'autre côté, en face, il y a toujours un excédent commercial qui est très fort pour la Chine parce que les importations sont aussi moins au rendez-vous, signe d'une demande intérieure qui est plutôt modeste. Et donc, les données en revanche qui sont publiées sur la Chine ne montrent pas d'amélioration incroyable de la situation. On a eu des données sur l'inflation également qui ont été publiées cette semaine, qui peut être un marqueur justement de l'accélération de la demande intérieure en Chine. Contrairement à d'autres pays ou à d'autres zones comme les États-Unis ou l'Europe, en Chine, il n'y a plus de problème d'inflation depuis un petit bout de temps, et c'est même des problèmes de déflation que la Chine a connus l'année dernière. Donc, on voit bien que la déflation a accompagné le ralentissement économique, et que donc, si l'économie intérieure s'améliore, si la demande intérieure s'améliore, ça se traduira aussi probablement par un petit rebond de l'inflation. Or, on voit à ce stade que ça reste encore assez terne comme inflation. On est toujours dans des zones 0,6% de variation de prix à la hausse. C'est plus négatif, certes, mais ça reste toujours assez modeste. Donc, vous voyez, on est une situation où on attend du mieux, mais où les données réalisées, si vous voulez, à ce stade, ne montrent pas encore de progrès significatif sur la Chine. Donc toujours cette espèce d'entre-deux, un peu moins négatif qu'à un moment donné en termes de projection, on va dire, en termes d'anticipation, où les choses pourraient commencer à bouger un peu sur le front de l'immobilier et du crédit, mais on attend que ça se manifeste concrètement et que les premières mesures soient prises de manière bien visible. Autre élément dont nous allons parler évidemment, c'est sur les chiffres d'inflation qui ont été publiés cette semaine aux États-Unis. On a donc une inflation qui est tombée un peu en dessous de ce que le marché attendait pour l'inflation globale aux États-Unis, 2,5%. C'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps aux États-Unis. Il faut remonter à plusieurs années en arrière pour trouver un niveau d'inflation aussi faible, l'inflation globale. Mais en revanche, ce qui est à mettre du côté des nouvelles un peu plus neutres, on va dire, un peu moins bonnes, c'est l'inflation sous-jacente. L'inflation IPC, donc un CPI sous-jacente, l'inflation core CPI, est bien ressortie à 3,2%. Alors, ça n'a pas surpris le consensus parce que c'est ce à quoi s'attendait le consensus. Le consensus tablait sur un 3,2%, mais 3,2% pris de manière absolue, c'est un niveau qui est quand même loin de l'objectif des 2%. Et ça, c'est quand même un élément dont il faudra tenir compte parce que on voit bien qu'il y a des arguments côté États-Unis pour que la Fed procède à une première baisse de taux, mais la question de l'ampleur de la première baisse de taux agite beaucoup les marchés ces derniers temps. À un moment donné, il y a quelques jours, quand l'hypothèse 50 points de base de baisse de taux d'un coup en septembre devenait la plus probable, eh bien les marchés actions n'aimaient pas parce que c'était souvent en écho à des chiffres macro qui étaient moins favorables aux États-Unis. Et donc ça accroissait l'hypothèse d'une grosse baisse de taux dès le début du cycle de baisse de taux. Et ça inquiétait un peu les marchés parce qu'on l'a déjà pas mal rappelé, mais lors du début du cycle de baisse de taux au moment de la crise des subprimes, donc au moment où la crise des subprimes commençait, et au moment du début du cycle de baisse de taux, au moment où la bulle Internet éclatait, eh bien, les deux cycles de baisse de taux avaient commencé par des baisses de 50 points de base, ce qui traduisait une banque centrale américaine qui était déjà behind the curve. C'est une expression pour dire que la banque centrale était déjà en retard dans son cycle de desserrement monétaire et que donc elle devait taper fort dès le début pour baisser les taux parce qu'elle avait trop relevé les taux ou trop attendu pour les baisser, si vous voulez. Donc c'est sûr que d'un point de vue psychologique, 50 points de base de baisse de taux, et on l'a vu d'ailleurs sur la réaction des marchés un peu au mois d'août et un peu début septembre, chaque fois que cette hypothèse devenait plus probable, on a les probabilités qui évoluent en temps réel sur ce que pensent les marchés des prochaines baisses de taux, et à chaque fois qu'on s'est approché des 50 et qu'on a dépassé les 50% de probabilité pour une baisse de 50 points de base, ça s'est très souvent fait après des publications macroéconomiques qui étaient jugées plutôt décevantes aux États-Unis. Et c'est ça le paysage dans lequel on évolue aux États-Unis actuellement, c'est qu'il n'y a pas de source d'inquiétude majeur. Les derniers chiffres de croissance du T2 étaient très bons, étaient tout à fait corrects. Les prévisions actuelles de la Fed d'Atlanta pour le troisième trimestre, donc pour la prévision de croissance pour le trimestre en cours, on est aux alentours de 2,5%. Donc il n'y a aucune alerte qui est détectée, en tout cas dans les prévisions de la Fed d'Atlanta pour la croissance américaine au troisième trimestre. C'est un modèle qui actualise ses prévisions de croissance en permanence, à chaque fois qu'une donnée est publiée. Donc on ne voit pas d'alerte apparaître de ce côté-là. Pour autant, le constat qu'on fait sur les chiffres macro qui ont été publiés, les chiffres économiques qui ont été publiés ces 2 derniers mois, c'est quand même nettement plus mitigé qu'auparavant. Un coup, on a un chiffre qui peut être
moins mauvais sur l'ISM service, par exemple, un peu au-delà de 50, 51. De l'autre côté, on a des ISM manufacturiers, des indices qui depuis plusieurs mois sont mauvais et le dernier était même très mauvais. On a des chiffres sur l'emploi, certains sont pardon, comme le dernier rapport sur l'emploi, assez neutre, on va dire correct, en tout cas pas un mauvais rapport, contrairement au précédent qui avait un petit peu inquiété. Mais en revanche, face à ça, vous avez par exemple des données sur les licenciements qui montrent qu'il y a une progression des licenciements. Vous avez le nombre d'emplois disponibles qui baisse, qui part à la baisse, qui depuis déjà plusieurs mois, mais qui est un peu accéléré là, le mois dernier, ce qui montre qu'il y a moins d'emplois disponibles aux États-Unis, donc que les entreprises proposent moins d'emplois aussi. Bon, vous voyez, c'est un schéma qui montre qu'on est dans une phase un peu quand même intermédiaire sur la croissance américaine. Et ce que le marché veut savoir, c'est si on est bien en train de réussir un soft landing, c'est-à-dire ce qu'aimerait réussir Jérôme Powell, et donc commencer à baisser les taux pour y parvenir aussi, pour ne pas trop dégrader l'économie, ou est-ce qu'on est déjà sur un cycle de ralentissement qui est un peu plus marqué, mais dont on ne voit pas encore les effets sur les données qui sont publiées, si vous voulez. Et donc, vous voyez, les 2 derniers mois, le marché était assez épidermique à ça. Dès qu'il y a une nouvelle, un chiffre macro qui était nettement moins bon qu'attendu, ça a tout de suite stimulé les hypothèses de récession à venir aux États-Unis. Et dès qu'un chiffre, quelques jours après, été publié, qui lui en revanche était par exemple meilleur, eh bien ça a tout de suite rassuré les marchés et on a vu des rebonds se faire. Mais sauf que cette semaine, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment par rapport à ce rallye à la hausse. Ce rallye a démarré après les chiffres d'inflation, mais pour autant, on ne peut pas considérer que les chiffres d'inflation dont on vient de parler, qui ont été publiés, qu'il y a eu de gros écarts par rapport au consensus. Vous voyez, donc c'est en ça que moi je trouve que le mouvement est peut-être d'ordre technique, parce que c'est pas par rapport à un chiffre d'inflation qui aurait vraiment très fortement surpris, si vous voulez. Par exemple, sur l'inflation globale, le consensus était à 2,6%, on a eu 2,5%, donc c'est très proche du consensus. C'est un peu meilleur, mais c'est très proche quand même. Pour l'inflation cœur, on l'a dit, CPI cœur, on attendait 3,2, on a eu 3,2. Donc pas de surprise par rapport au consensus non plus, et pour autant, vous voyez, le marché a pas mal accéléré. Alors, ce qui a pu justifier un petit peu le rebond quand même, c'est les données sur l'emploi. Vous savez que chaque semaine, il y a les inscriptions hebdomadaires au chômage, où là, on a eu des chiffres qui restaient dans la zone des 230 000. Et ça, effectivement, ça peut être une donnée qui rassure sur le fait que l'emploi ne se dégrade pas non plus trop vite, et que donc, ça ne nécessite pas de baisser très fortement les taux pour la Fed, donc ce qui enlèverait ce côté un peu inquiétant, et que du coup, le marché de l'emploi se détend tranquillement, sans se casser la figure, ce qui est donc le souhait de la Réserve fédérale. Voilà, donc c'est peut-être ça qui peut expliquer le rebond, mais il était quand même particulièrement musclé, je trouve, par rapport à la nature des chiffres qui ont été publiés, qui n'ont pas marqué de surprise très particulière. On a eu également cette fin de semaine la confiance des consommateurs aux États-Unis. Alors elle rebondit un peu plus, on est à 69 sur la confiance constatée, donc, et également on a un petit rebond sur la confiance, sur l'anticipation en fait, des consommateurs pour les mois à venir. Donc ça c'est plutôt, je veux dire, rassurant d'un point de vue du consommateur, de voir que son degré de confiance augmente un petit peu. Après, l'indice de confiance des consommateurs n'est pas un indicateur forcément hyper fiable par rapport à la consommation. On va prendre un cas très très simple. Je vous invite à regarder un indice de confiance des consommateurs américains entre 2020 et 2021, pas seulement pendant la période Covid, mais également dans les trimestres qui ont suivi l'épicentre du Covid en 2020, même en 2021, on a vu une baisse de la confiance des consommateurs, et pour autant, ça consommait à tout va aux États-Unis. Il y a eu une consommation absolument féroce et les marchés actions explosaient à la hausse. Donc vous voyez, on a ça aussi des indications parfois comme ça d'enquête qui nous indique que le consommateur finalement tient plutôt bien, et puis finalement on se rend compte que dans les chiffres, soit les chiffres sont moins bons, ou l'inverse, c'est-à-dire que la dernière fois qu'on avait des données, je parle de cet épisode 2020-2021, les chiffres montraient une dégradation assez régulière de la confiance des consommateurs, et vous voyez inversement, il y avait une super consommation en face, et donc voilà, donc ces indicateurs-là, celui-ci en revanche, c'est pas forcément l'indicateur le plus fiable. On note simplement qu'il y a à mettre dans la case quand même des bonnes nouvelles en termes d'indicateurs, mais c'est pas celui qui est censé nous dire oui, attention, oui, on aurait peut-être par exemple plus confiance, moi j'aurais plus confiance dans un indicateur ISM Service par exemple, vous voyez, qui mesure l'activité dans les services, où là ça englobe vraiment les entreprises, les enquêtes auprès des entreprises, et donc peut-être un peu plus fiable que les enquêtes auprès des consommateurs. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, on a aussi observé un rebond du pétrole cette semaine. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours seulement, le pétrole tombait à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis si je ne me trompe pas, c'est au moins 2 ans, des plus bas de 2 ans. Il faudra revoir le chiffre précis, mais en tout cas, on est tombé dans la zone des $65 pour le WTI, donc c'est quand même une zone relativement basse d'un point de vue historique pour le WTI. On avait aussi au même moment une chute des métaux industriels. On va dire, ces dernières semaines. Et là, vous voyez, le rebond qu'on est sur les marchés actions, il s'est accompagné d'un rebond aussi du pétrole et d'un petit rebond des matières premières. Donc, toute la question est de savoir si, effectivement, ces mouvements un peu corrélés là, sur les rebonds qu'on observe, matières premières et indices actions, est-ce que, encore une fois, ça correspond à un positionnement des investisseurs confiants par rapport à la trajectoire à venir de l'Europe, de la Chine et des États-Unis, ou est-ce qu'on est plutôt de l'ordre d'un rebond un peu technique? Et à ce stade, c'est dur à
placer dans une case dans une autre. Moi, j'aurais plutôt tendance à placer ça plutôt sur la seconde partie, parce qu'encore une fois, il y a peu de données manifestes, de données très importantes qui justifient ça. La semaine prochaine, il y aura des données importantes. On va en parler dans quelques instants, notamment les ventes au détail aux États-Unis. Ça va être un chiffre important, et évidemment la Fed. Mais cette semaine, voilà, c'est pas forcément des chiffres majeurs qui ont fait bouger le marché, donc peut-être un peu de mouvement technique quand même à l'origine de cette semaine. Autre élément à mettre en revanche, je goûte un peu moins bon ceci, c'est le FMI, un de ses cadres, enfin de ses dirigeants, a indiqué que la prévision de croissance américaine serait abaissée pour la fin d'année, donc c'est ce qui est ressorti dans les prévisions qui seront publiées en octobre. On a également eu des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie sur la demande de pétrole qui a montré que la demande de pétrole au niveau mondial sur le premier semestre avait été que la croissance de la demande de pétrole, attention, que la croissance de la demande de pétrole avait été divisée par 3 entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2023. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours une croissance de la demande, mais que cette croissance de la demande a été nettement moins forte sur la première partie de l'année par rapport à ce qu'on a observé l'année dernière. Et le responsable du FMI explique qu'évidemment il y a des données liées à la Chine, toujours ce manque de visibilité sur la Chine, cette faiblesse de la dynamique économique en Chine, en Europe aussi un petit peu. Il a aussi ajouté qu'il y avait un effet lié à la transition vers les véhicules électriques. Ça c'est un peu nouveau comme type de déclaration, c'est-à-dire qu'une partie est imputable à l'activité économique, qui est moins bonne en Chine, mais une autre partie est aussi imputable à la transition en fait, entre les modèles thermiques, de voitures thermiques, et les véhicules électriques. Et là, ce qui montre qu'effectivement, on est en train de prendre la vitesse en Chine du côté de l'adoption des voitures électriques, et que ça, c'est plutôt, je trouve, l'un dans l'autre, plutôt une bonne nouvelle quand même d'un point de vue climat, et ce qui pourrait aussi expliquer que le pétrole baisse, mais que ce n'est pas totalement imputable non plus à une question de dynamique économique. Voilà, c'est un mix des deux. On va terminer cette partie macro. Alors juste, oui, avant de terminer sur l'Europe et sur la Banque Centrale Européenne, il y a aussi ce débat, vous l'avez vu, donc, vous avez vu les comptes rendus de Trump et Harris aux États-Unis. D'après les sondages, les enquêtes, etc., et un peu le sentiment de marché aussi derrière. On a vu certaines actions, certains secteurs qui sont plus sensibles à tel ou tel candidat. C'est la candidate Harris donc, qui aurait remporté ce débat. Autre élément à savoir du côté des États-Unis, on a un ancien membre de la Fed qui n'est pas des moindres, c'est Dudley, qui était l'ancien président de la Fed de New York, qui, en fin de semaine, expliquait que lui, il voyait des arguments, de sérieux arguments pour que la Fed baisse ses taux de 50 points de base la semaine prochaine. Donc voilà, ça entretient un peu plus l'incertitude par rapport à cette première réunion, voilà, où, encore une fois, je pense que l'aspect psychologique va prédominer. Il y a ce que va dire la Fed, comment elle voit la fin d'année d'un point de vue économique, etc. Mais, encore une fois, l'aspect psychologique va être important. 25 points de base, c'est pas 50 points de base. Et dans la phase actuelle, effectivement, l'économie, pour une économie, n'importe quelle économie, c'est toujours bien d'avoir des taux qui sont plus faibles que les taux qui sont plus élevés pour la demande de crédit, pour tout ça. Là, je parle d'un point de vue marché, en revanche. D'un point de vue marché, si la Fed balance directement 50 points de base, comment réagira le marché? Voilà. Et on a expliqué il y a quelques instants que, historiquement, les mouvements importants de baisse de taux pour démarrer un cycle de baisse de taux, dans l'histoire des 20 dernières années, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Donc, je pense que la Fed va cogiter aussi à l'aspect un peu psychologique marché avant de donner sa décision et avant de communiquer sa décision mercredi prochain pour la Fed. On termine en 3 secondes avec la BCE, puis rapidement le programme qui nous attend pour la semaine prochaine. Donc la BCE, pas de grosse surprise au niveau de la réunion. On attendait une baisse de taux, du taux de dépôt, 25 points de base, ça a été acté. Le taux de refinancement, le consensus attendait 60 points de base de baisse de taux, on les a eu également, donc pas de surprise par rapport au consensus. Et une Banque Centrale Européenne qui globalement a bien fait comprendre que voilà, maintenir la croissance où elle était et l'améliorer un peu, c'était quand même ce qui était visé par la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Donc on voit bien qu'il y a une volonté quand même de préserver la croissance qui est très marquée d'un point de vue de la communication de la Banque Centrale Européenne. Et on voit bien que l'inflation n'est pas complètement évacuée. On a toujours parlé d'inflation, de salaire ou autre au niveau du compte rendu. Mais on voit bien que c'est peut-être un petit peu moins ce qui inquiète la BCE, contrairement à il y a quelques mois comme pour la Fed. Désormais, on a un focus du côté des banques centrales qui se fait quand même beaucoup sur la croissance parce qu'on ne veut pas que les économies tombent en récession. Et donc, on voit bien qu'il y a dans la balance des risques, eh bien, le risque économique est désormais pris très au sérieux et plus seulement le risque lié à l'inflation. La semaine prochaine, pour terminer ce qui nous attend, une belle semaine. Alors déjà ce week-end, ça va commencer ce week-end. Dès demain, samedi, on aura des chiffres sur la Chine, des chiffres de vente au détail, de production industrielle, d'investissement notamment. Donc ça, c'est toujours à surveiller par rapport à
la macro chinoise par rapport à ce qu'on vient d'expliquer là pendant quelques minutes. Lundi, on aura un indice d'activité manufacturière aux États-Unis, c'est l'indice Empire. Mardi, on aura l'indice, le sentiment économique en Allemagne, l'indice ZIU, qu'on va surveiller de près. Donc l'Allemagne, l'homme malade de la zone euro, avec des chiffres toujours de croissance nuls en fait. On a des chiffres toujours proches de zéro pour la croissance, un coup contracté, un coup légère expansion, mais sur l'ensemble des derniers trimestres, c'est grosso modo une croissance nulle. Donc on va voir si les indicateurs avancés type ZIU montrent des progrès ou pas. On aura, ça c'est très important je pense, mardi, donc les côtés États-Unis, les ventes au détail. Ça c'est important évidemment parce que la consommation est un pilier de la croissance américaine. Et justement, quand on essaie de rassembler des pièces du puzzle pour savoir si l'économie américaine est dynamique et se maintient ou ralentit, les ventes au détail vont être un gros indicateur par rapport à cette dynamique. Donc à suivre avec attention mardi prochain. On aura également donc les chiffres de la production industrielle américaine mardi. Mercredi, jour de Fed, réunion de la Fed, décision de la Fed, communiquée le soir sur ses taux et sur un petit peu la vision de l'économie, de l'inflation, donc toute une série de communications qui va être très attendue. On aura un petit peu avant la Fed dans la journée l'inflation au Royaume-Uni, important à regarder ça aussi par rapport à la politique de la Banque d'Angleterre, et quelques stats américaines, des stats permis de construire et mise en chantier mercredi après-midi. Jeudi, décision de la Banque d'Angleterre, on en parlait il y a quelques instants, et vendredi, attention à ça aussi, c'est très surveillé depuis l'épisode violent qu'on a eu cet été, notamment les débouclages des opérations de carry trade liées au resserrement de la politique monétaire, alors certes progressif, mais léger resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon. On aura vendredi la prochaine réunion de la Banque du Japon. Donc voilà, un peu de suspense aussi. Certains estiment qu'il n'y aura pas de baisse de taux, mais on rappelle qu'en juillet, la Banque du Japon a relevé les taux alors que le marché ne s'y attendait pas. Donc ça restera un événement qui arrivera donc 2 jours après la Fed en plus. Donc quelque chose évidemment à surveiller par rapport à l'épisode estival. Et puis on terminera vendredi avec un chiffre sur les ventes au détail au Royaume-Uni. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et puis je vous retrouve... donc pour un nouveau podcast. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.